Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a reçu en audience le président Afrique de Samsung. Il est envisagé une nouvelle politique de coopération pour faire de la Côte d'Ivoire une véritable économie numérique qui profitera à la population. Les élèves affectés par l'État dans les établissements privés ne seront plus exclus. L'annonce a été faite hier par la FENEPLACI, la Fédération nationale des établissements d'enseignement privé laïque de Côte d'Ivoire. Dans cette édition, vous entendrez son porte-parole. Le sillage clandestin de bois devient de plus en plus inquiétant. En un mois, les agents des eaux et forêts ont saisi plusieurs véhicules qui transportaient du bois de façon clandestine. Le ministre des eaux et forêts, Mathieu Babodare, multiplie les actions pour mettre fin à ces pratiques. Bonjour à tous, merci de choisir le journal de RTI 1. Nous aurons un invité dans ce journal, la directrice générale du BURIDA, Bureau ivoirien du droit d'auteur. Irène Vira sera avec nous dans quelques instants pour parler du paiement de la redevance du droit d'auteur imposée aux candidats aux élections couplées municipales et régionales. Mais tout d'abord, direction le palais présidentiel où le chef de l'État, Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, a reçu en audience le ministre bissau-guinéen chargé des Affaires étrangères. Au menu de la rencontre, la coopération entre les deux pays et la situation en Guinée-Bissau. On fait le point avec Jérôme Kofi Abolin. C'est à un ministre bissau-guinéen que l'honneur est revenu d'être reçu par le président de la République, Alassane Ouattara, ce lundi 15 avril 2013, à l'occasion de la première audience accordée dès son retour au pays après une visite privée en France. Il s'agit bien entendu du ministre des Affaires étrangères de la Guinée-Bissau qui, en tant qu'émissaire du président bissau-guinéen, a affirmé s'être entretenu avec le président ivoirien sur les avancées de la transition devant aboutir à l'organisation d'élections en Guinée-Bissau. J'étais porteur de message du président Sérif Niamayou pour son frère et président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Et le message porte sur essentiellement 2-3 points. Le premier point, c'est l'état des relations bilatérales entre les deux pays. Et deuxième point, c'est sur l'état d'avancement de la transition en Guinée-Bissau. Comme vous le savez, c'est la transition soutenue par la CEDEAO. Et en tant que président de la CEDEAO, nous avons besoin de donner cette information, l'état d'avancement de la transition. Et surtout 2 points que nous paraît très importants, c'est sur la réforme du secteur de la défense et sécurité qui est financée par la CEDEAO. Donc le programme est démarré et le programme va dans le bon sens. Et deuxième point, c'est la feuille de route pour la transition et les dates des élections. Et là, nous avons informé le président l'effort que la classe politique bissau-guinéenne est en train de faire pour avoir une feuille de route et une date consensuelle pour les tournées des prochaines élections. Le ministre bissau-guinéen des Affaires étrangères, Faustino Mbali, a par ailleurs indiqué être heureux d'avoir été reçu par le président Alassane Ouattara, qui, en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO, suit avec une attention particulière l'évolution de la situation en Guinée-Bissau. Et puis, juste après cette audience, le président de la République, Alassane Ouattara, et le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan ont eu une séance de travail. Cette rencontre entre le chef de l'État et le chef du gouvernement a essentiellement porté sur la marche de la nation. Hier, à la primature, le chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, s'est entretenu avec le président Afrique de Samsung. Il est envisagé une nouvelle politique de coopération pour faire de la Côte d'Ivoire une véritable économie numérique qui profitera à la population. Plusieurs grandes compagnies exerçant dans le secteur sont prêtes à soutenir ce projet, nous dit Alassane Ouattara. Pour cette audience accordée par le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan au président Afrique de Samsung, géant sud-coréen de l'électronique et de l'innovation technologique, ce dernier était accompagné par le ministre de la Poste et des technologies de l'information et de la communication, Bruno Koné. Les potentialités de la Côte d'Ivoire, pays phare de la sous-région ouest-africaine, et les projets dans le domaine des technologies ont été présentés. Après la rencontre, le chef d'entreprise a dit vouloir investir en Côte d'Ivoire et appuyer la politique de vulgarisation des technologies. Samsung aujourd'hui veut aider, veut participer avec le gouvernement au développement
des TIC, par exemple, et d'autres projets dont on a parlé avec le Premier ministre, qui sont par exemple le développement de l'énergie solaire, entre autres. Donc Samsung veut véritablement contribuer à aider le gouvernement ivoirien à réaliser cet objectif de devenir un pays émergent, un pays qui compte dans la sous-région. Bien avant cette audience, une séance de travail a eu lieu avec le ministre de la Poste et des TIC. Bruno Koné a exposé sur les acquis et les perspectives de développement du secteur en Côte d'Ivoire. Nous sommes persuadés que les TIC peuvent apporter beaucoup au développement de ce pays, dans tous les domaines d'activité. Et comme vous avez pu le voir, c'est un groupe qui peut nous accompagner en ce qui concerne les équipements, qui peut nous accompagner également en ce qui concerne les solutions dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la gouvernance de l'État, etc. Et même, nous avons des propositions en ce qui concerne la création d'emplois. Présente dans plusieurs pays en Afrique, la compagnie soutient les États, les entreprises et les projets novateurs, ainsi que leur développement. Dimanche 14 avril, c'était la journée internationale des secrétaires. L'événement a été marqué en Côte d'Ivoire à travers plusieurs activités. À la primature, l'événement n'est pas passé sous silence. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a célébré les secrétaires de son institution, un moment d'attention à l'occasion de cette journée pour les secrétaires de la primature, disponibles, courtoises, dévoués au service. Les mots n'ont pas manqué pour qualifier les secrétaires de la primature, manipulant souvent les dossiers sensibles, brûlants ou confidentiels au sommet de l'État. Les secrétaires composés majoritairement de femmes savent pourtant taire les secrets. Et pour toutes ces qualités, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan leur a rendu hommage à tous les secrétaires de la primature. Il a offert des prisons. La BADEA, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, apporte un financement de plus de 6 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire pour la construction de la route Bouna-Doropo. La signature de l'accord de prêt a eu lieu hier au ministère chargé de l'économie et des finances. C'était en présence de Jean-Jacques Ouaméala. Par cet échange de documents entre la ministre en charge de l'économie et des finances, Kaba Nialé, et le directeur général de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, la BADEA accorde un prêt d'un montant de 6,1 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Ce prêt va servir à la construction de la route Bouna-Doropo, frontière du Burkina Faso, avec pour conséquence le désenclavement des régions de Bouna et du Doropo dans le nord de la Côte d'Ivoire, ainsi que la facilitation des échanges commerciaux avec le Burkina Faso. Après avoir salué la coopération entre l'État de Côte d'Ivoire et la Banque arabe, la ministre Kaba Nialé a donné des précisions sur ce prêt. Il s'agit d'un prêt concessionnel, 1%, 30 ans, 10 ans de différé. Monsieur le directeur général, je voudrais vous donner l'assurance que les fonds que vous mettez aujourd'hui à la disposition de la Côte d'Ivoire seront gérés conformément aux principes et règles de transparence qui gouvernent la gestion des ressources publiques. Côté banque islamique, ce prêt vient s'ajouter au projet de financement estimé à ce jour à plus de 53 milliards de francs CFA. D'un coût de 42 milliards de francs CFA, le projet de construction de la route Bouna-Doropo aux frontières du Burkina Faso, ce trajet est long de 91 km. Le projet a été bouclé. Outre la BDA, les principaux financiers sont les fonds saoudiens et koweïtiens, la Banque ouest-africaine pour le développement et l'État de Côte d'Ivoire. Les travaux sont annoncés pour juillet 2013 et vont durer 2 ans. Le ministre en charge de la Défense va à la rencontre des ex-combattants sur les sites d'Abobo Camp Commando et de Yopougon Camp BAE. Paul Kofi Kofi s'est entretenu avec ces ex-combattants sur le déroulement effectif du processus de désarmement, démobilisation, réintégration. Hamza Diaby. Le processus de désarmement, démobilisation et réintégration en marche depuis le mois d'octobre 2012 a connu un coup de frein par les mouvements d'humeur des ex-combattants la semaine dernière à Bouaké. Pour éviter la propagation du mouvement, le ministre en charge de la Défense, sur instruction du président de la République, s'est rendu sur 2 sites de l'ADDR à Abobo et Yopougon, en compagnie du directeur général de cette structure, Fidel Sarasoro. Ils ont demandé aux démobilisés de ces sites de ne pas céder à ce mouvement et ont mis en garde les fauteurs de troubles à qui profiterait ce désordre. Nous avons attiré l'attention de ces jeunes sur les risques qu'ils couraient de pouvoir créer le désordre.
et que l'État ne peut pas tolérer non plus, quelles que soient les raisons, que le désordre s'installe. Tout peut être discuté autour de la table. Les démobilisés ont quant à eux remercié les autorités pour la sensibilisation et les actions menées en ce sens et promis de rester sourds aux appels des fauteurs de troubles parce qu'ils ont foi au processus en cours et sont engagés dans la voie du dialogue. Je demande à mes amis de très patienter. Ce que le ministre a dit, on n'a qu'à suivre ça. Nous allons écouter les conseils de monsieur le ministre et puis le président de l'ADDR. Fidèle, Sarah Soros est quant à lui indigné de ce comportement et s'est dit outré de voir les actions de sa structure menées en si peu de temps être remises en cause. Il a tenu à rassurer les ex-combattants quant à l'effectivité du processus et a promis que personne ne sera laissé à la rue. L'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire lance à l'ouest l'opération Magnan. C'est une opération qui consiste à investir les zones de l'ouest, notamment tout le Pleu, Danané et Diglo, afin de déployer une stratégie de sécurisation et protéger les populations contre toute attaque. Les explications d'Amza Diaby. Investir définitivement la zone comprise entre tout le Pleu, Danané et Diglo, à l'effet de protéger les populations contre les bandes armées. Voilà le but de l'opération Nyaoun, Magnan en langue guérée. Lancée par l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, cette opération fait suite aux récentes attaques de tout le Pleu et Blolequin. Durant 3 jours, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des FRC, en compagnie des commandants des forces interarmées Licorne et ONUCI, a visité les positions de l'armée ivoirienne sur ce théâtre des opérations. Objectif, féliciter les soldats, toucher du doigt les réalités de ces hommes et relever la capacité opérationnelle des unités de sécurisation. Les positions des FRC de Diboké, Tinhou dans la localité de Blolequin et Tiobli dans la localité de Tout le Pleu ont été visitées. Là, la haute hiérarchie militaire s'est réjouie de la promptitude avec laquelle les soldats ont réagi pour repousser les assaillants. L'opération Nyaoun engage plus de 600 hommes et des moyens logistiques importants qui seront progressivement renforcés. L'opération participe également du renforcement définitif du dispositif mis en place par le bataillon de sécurisation de l'Ouest afin d'assurer sa mission régalienne le long de la frontière. Et on ouvre la page éducation de ce journal. Hier, ils étaient plusieurs à se rassembler devant la cité administrative au plateau. Élèves d'établissements primaires et secondaires, ils étaient là pour se faire entendre, demander à leurs enseignants de reprendre les cours et sauver l'école. Le témoignage est signé Francis Boifou. Contrairement à leurs camarades, ces élèves n'ont pas encore repris le chemin de l'école. Leurs enseignants manquent à l'appel dans certains établissements du district d'Abidjan. Ce que nous pouvons dire à nos enseignants, c'est d'avoir pitié de nous, qu'ils pensent à notre avenir, qu'ils évitent de nous sacrifier comme en 90. Ils sont sans ignorer que l'examen approche à grands pas. C'est au mois de juin. Et nous avons entendu tout récemment le ministre de l'Éducation nationale nous dire que l'examen ne sera pas reporté. Et si l'examen ne sera pas reporté, nous ne voulons pas être les sacrifiés de cet examen-là. Car en réalité, là, les examens sont pour tout le monde. Il n'y a pas une session de remplacement pour certains élèves. Après le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamara, ce sont les élèves qui ont décidé d'interpeller les enseignants. Et espérons qu'ils seront entendus. Les élèves affectés par l'État dans les établissements privés ne seront plus exclus. La FENEPLACI, Fédération nationale des établissements d'enseignement privé laïque de Côte d'Ivoire, est revenue sur sa décision hier. Je vous propose donc d'écouter son porte-parole, Goye Tiemoko. Vu la résolution de l'Assemblée générale ordinaire du jeudi 28 mars 2013 portant sur le paiement des arriérés de frais de scolarité dus par l'État, vu le mot d'ordre d'expulsion des élèves affectés pris par le bureau fédéral de la FENEPLACI, qui devrait prendre effet le mardi 16 avril 2013 à 7h30, suite aux différentes séances de négociation avec les autorités du ministère de l'Économie et des Finances, portant sur la question centrale du paiement des arriérés, notamment le respect du protocole de paiement convenu avec le DG du Trésor en date du 2 avril 2012, prenant acte des propositions concrètes faites par le Trésor, à savoir, premièrement,
Apurement dans la semaine en cours du reliquat de 6,5 milliards de l'échéance de décembre 2012. Deuxièmement, paiement avant le 5 mai 2013 des 15 milliards de l'échéance du 30 mars 2013. Le Bureau fédéral de la Fénéplacie décide de la suspension du mot d'ordre d'expulsion des élèves affectés. Par conséquent, le Bureau fédéral invite tous les fondateurs des établissements privés d'enseignement et de formation à accueillir les élèves affectés le mardi 16 avril 2013 à 7h30. Fait à Abidjan le 15 avril 2013 pour la Fénéplacie, le porte-parole. Abidjan va abriter la semaine prochaine, précisément le 18 avril, la 9e conférence des ministres africains en charge des ressources animales. En prélude à cette rencontre, les experts du Bureau interafricain des ressources animales de l'Union africaine ont eu une rencontre préparatoire ici à Abidjan sur les grandes questions qui seront abordées au cours de cette conférence, notamment l'utilisation durable des ressources génétiques animales, le cadre juridique et technique adéquat qui favoriseront le développement du secteur de l'élevage en Afrique. La Côte d'Ivoire, qui abrite cette conférence, va donc bénéficier du soutien de ses pairs dans sa politique de développement de l'élevage. Le ministre des Eaux et Forêts, Mathieu Baboudaré, a signé une convention hier avec 3 structures pour le financement du reboisement de 1000 hectares de bois de Vène dans le nord de la Côte d'Ivoire et un appui technique pour l'exploitation, la transformation et la commercialisation des bois tropicaux. Il s'agit de l'Association technique internationale des bois tropicaux, l'Association sino-africaine et le syndicat des exploitants et exportateurs de bois de Vène de Côte d'Ivoire. La signature de ces différentes conventions, selon le ministre des Eaux et Forêts, arrive à un point nommé à un moment où le gouvernement est à la recherche de financement pour le reboisement des forêts ivoiriennes. Le sillage clandestin, je vous l'annonçais en début de journal, donc le sillage clandestin de bois devient de plus en plus inquiétant. En un mois, les agents des eaux et forêts ont saisi plusieurs véhicules qui transportaient du bois de façon clandestine. Le ministre des eaux et forêts, Mathieu Baboudaré, a instruit ses collaborateurs à accroître ce type d'opération afin de mettre fin à ces pratiques qui mettent en mal l'économie nationale. Le reportage est signé Herman Niamien. 37 camions transportant clandestinement du bois scié saisi en un mois aux différents corridors d'Abidjan. Les agents des eaux et forêts se montrent ainsi déterminés à mettre fin aux opérations des exploitants véreux qui s'adonnent au sillage clandestin de bois. Selon le capitaine Kader Koulibaly, chef du cantonnement des eaux et forêts d'Abidjan, ces opérations ont lieu nuitamment. Ces fraudeurs, ayant vu que toutes les entrées ont été bouclées, optent maintenant pour des pinasses sur lesquels ils chargent des bois et ils arrivent notamment au niveau de Benjerville et de Koumassi. Le sillage clandestin de bois fait perdre à l'économie ivoirienne plus d'1 milliard de francs CFA par mois. Une situation qui n'est pas sans conséquence pour les opérateurs légaux. Le ministre des Eaux et Forêts entend donc dégager les moyens appropriés pour freiner l'hémorragie. Premièrement, il y a le code forestier qui est sur la table du gouvernement que nous sommes en train de réviser pour le rendre plus répressif. Deuxièmement, au niveau du ministère même, nous avons déployé tout le personnel que nous avons sensibilisé, qui sur le terrain obtiennent les résultats. Et troisièmement, nous sensibilisons toutes les communautés rurales, les hommes politiques, les forces de l'ordre, pour qu'on puisse ensemble lutter contre ce phénomène d'exploitation frauduleuse du bois. Ces bois sciés clandestinement sont vendus pour la plupart aux demi-grossistes sur le marché. Approchés, ces derniers disent ne plus acheter les bois dont ils ignorent l'origine. Nous, on est au courant. Tout le monde, on est au courant. Je dis, bois de choses là, tout le monde, on n'a qu'à arrêter. On a arrêté maintenant. Il n'y a pas. Même pour ménager, pour venir la bouteille ici, là, nous ne pouvons pas accepter. Le sillage clandestin de bois a connu une recrudescence depuis les crises successives qu'a connu la Côte d'Ivoire. Il est temps, selon le ministre des Eaux et Forêts, de mettre définitivement fin à ces pratiques. L'opération Zéro déchet pendant la campagne électorale lancée par le ministère de l'Environnement et de la Salubrité urbaine et du Développement durable est entrée dans sa phase active. Des équipes d'inspection et d'encadrement ont investi les lieux de meeting des candidats aux élections couplées municipales et régionales pour veiller à l'application stricte de cette opération. Grâce Kando, Landry Pono. Des sachets de toutes sortes qui jonchent le sol. C'est le visage des places publiques après les meetings et grands rassemblements de campagne.
Pour gérer les ordures générées à ces occasions, les différents candidats, sur recommandation du ministère de l'Environnement, ont mis en place des équipes de ramassage d'ordures. On est là pour ramasser les sachets, les ordures, parce que le candidat en question n'aime pas la saleté. Il est là pour nettoyer la commune, donc c'est le commencement. On nettoie bien la commune, on ramasse les sachets et les ordures. Vraiment, c'est pour pouvoir aider notre candidat. Là, avec la nation qui est venue porter aux populations la qualité de la gestion de son cadre de vie. Nous sommes là avec des sachets poubelles, avec des gants, avec des cache-nez pour permettre à chacun de participer, de porter le geste du sauve en prenant une ordure à terre ou un sachet à terre et le mettre dans ce sac poubelle afin de vivre dans un cadre de vie amélioré. Des sacs et des poubelles ont été disposés aux 4 coins des lieux de meeting afin de recevoir les ordures collectées. Ces équipements ont été fournis par le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable pour une campagne zéro déchet. Voilà, une élection donc zéro déchet, campagne zéro déchet, mais également une élection où les candidats aux élections donc couplées municipales et régionales devront payer le droit d'auteur. Et je vous l'annonçais donc en début de journal, nous avons avec nous le directeur du BURIDA, Bureau ivoirien du droit d'auteur, Madame Vira Irène. Bonjour, Madame. Bonjour, Madame. Alors, vous avez décidé donc de demander, vous demandez aux candidats de payer le droit d'auteur. Vous l'avez fait aux législatives. Vous relancez encore l'opération pour ces municipales et régionales. Alors, que cherchez-vous exactement? Merci, Madame. Je remercie la RTI de nous donner l'occasion, une fois de plus, d'interpeller ou de rappeler aux candidats les dispositions législatives de notre pays en matière de droit d'auteur. En effet, aux législatives, c'était d'ailleurs la première fois que le BURIDA mettait le pied dans l'arène politique. Parce que c'était jamais fait quand même demander que les candidats payent le droit d'auteur, ça n'avait jamais été fait ici en Côte d'Ivoire. Oui, mais plusieurs dispositions de la loi qui protègent les droits d'auteur et les droits voisins ne sont pas encore mises en œuvre, soit parce que l'environnement économique ne s'y prête pas, soit parce que les auteurs ont d'autres activités qui ne leur ont pas encore permis de prendre conscience de ces droits-là. Mais toujours est-il que, comme je le faisais remarquer aux législatives, l'arène politique n'est pas exemptée, les activités politiques ne sont pas exemptées de droits d'auteur. C'est la raison pour laquelle nous demandons aux candidats qui utilisent les œuvres de l'esprit, notamment surtout la musique, nous l'entendons tous dans nos communes, dans nos régions. Les candidats font des caravanes, font des meetings sonorisés et ces candidats, en général, n'obtiennent pas l'autorisation des auteurs représentés par le Bureau ivoirien du droit d'auteur avant cette exploitation publique de leurs œuvres. Peut-être qu'ils n'étaient pas mieux informés aussi. Ils n'étaient pas informés. Nous pouvons comprendre que la première fois, ils motivent leur non-autorisation par le fait qu'ils ignoraient la loi, quand bien même tout le monde sait que nul n'est censé ignorer la loi. Mais aujourd'hui, aucun des candidats ne peut avancer ce motif parce que nous avons longuement communiqué et nous communiquons chaque jour sur la nécessité de se munir pour eux d'une autorisation délivrée par le BURIDA avant l'exploitation d'une œuvre de l'esprit. Qu'elle soit musicale, qu'elle soit audiovisuelle, qu'elle soit dramatique, ils ont l'obligation d'approcher les services du BURIDA pour se munir de cette autorisation. Évidemment, cette autorisation, elle est payante. C'est peut-être le prix, n'est-ce pas, qui rébute les candidats. Mais nous pensons que des personnes qui aspirent à gérer le bien public doivent commencer d'abord, comme vous l'avez dit, parce que nul n'est censé ignorer la loi. Mais nous sommes à quelques, je vais dire, c'est dimanche que va se tenir le scrutin pour ces municipales et régionales. Et c'est maintenant que, je vais dire, le BURIDA, alors que la campagne vraiment bat son plein depuis quelques jours, alors pourquoi c'est maintenant? Non, ce n'est pas maintenant, madame. Bien avant le lancement de la campagne. Alors, vous avez fait quoi sur le terrain concrètement pour Nous avons lancé des prospectus partout. Nous avons fait des communiqués. Est-ce que ces candidats ont répondu? Ils ont répondu. Nous avons déjà au moins 75 candidats au jour où je vous parle, à l'heure où je vous parle, 75 candidats de tous bords qui se sont rendus dans les services du BURIDA et qui se sont acquittés de leurs obligations, c'est-à-dire qu'ils ont payé. Il y a 25% qui n'ont pas encore respecté. 25%, c'est plus que ça, je trouve. Il y a 743 candidats. Communal comme régional, il y a 743 candidats et nous n'avons que 75 qui sont venus
n'est-ce pas, demander l'autorisation. Alors que partout sur le territoire ivoirien, les gens battent campagne à l'aide des œuvres de l'esprit. Nous voulons juste demander aux candidats, en tout cas les informer, que cette fois-ci, une utilisation sans autorisation ne restera pas impunie. D'accord. Et avant ou après la campagne. Avant d'en venir à ce qu'il court comme sanction, combien ces candidats doivent payer? Bon, le prix n'est pas uniforme. Nous avons publié également... D'abord pour les municipales, est-ce que c'est distinct? Le prix à payer pour les municipales et les candidats au régional? Non, c'est strictement pareil, mais le critère tient du fait de la densité de la population. Évidemment, si vous postulez pour une candidature dans une commune qui est beaucoup plus peuplée qu'une autre commune, vous ne payerez pas la même chose puisque le public qui écoute les œuvres de l'esprit est plus important dans cette commune-là que dans l'autre. Prenons un exemple. Je suis maire à Cocody, je dois payer combien? Je suis candidat. Cocody, si mes souvenirs, si j'ai une bonne mémoire, c'est 400 000 francs. Et bon nombre de candidats de Cocody ont encore payé. Ceux qui se font attendre ont encore 3 jours pour le faire. Autrement, avant ou après les municipales, le Burida va entreprendre des poursuites judiciaires. Est-ce qu'à l'heure actuelle, c'est pas tard? On peut toujours venir au Burida? On peut toujours, à la dernière heure avant la fermeture de la campagne, on peut toujours se mettre en règle. Alors pour ceux qui ne respecteraient pas cette consigne du Burida, qu'est-ce que ces candidats courent comme sanction? Ce qu'ils encourent, c'est que nous sommes en train de procéder au constat partout sur le territoire ivoirien. Nous avons envoyé des missions sur tout le territoire pour constater, n'est-ce pas, l'utilisation sans autorisation des œuvres de notre répertoire protégé. Et si nous les interpellons également, et si les candidats ne se rapprochent pas des services du Burida, nous allons introduire des actions judiciaires pour les poursuivre en contrefaçon. On ne peut pas aspirer à gérer la chose commune et à être un contrefacteur, c'est-à-dire un utilisateur des biens d'autrui sans autorisation. Ça ressemble exactement à quelqu'un qui, dans un village, veut être le chef du village, alors que lorsqu'il va en brousse, il rentre dans les plantations d'autrui, il se sert des régimes de bananes ou des cafés et il les utilise à son profit. C'est exactement la même chose. Moi, je demanderais justement à la population de faire attention. Le Burida fait des communiqués pour qu'ils fassent la distinction entre les candidats qui sont crédibles et ceux qui ne le sont pas. Parce que ceux qui vont gérer les biens de votre commune, si déjà ils ne commencent pas à respecter les biens privés des auteurs, je ne vois pas comment vous pourrez espérer grand-chose. Alors pour mieux les sensibiliser, Mme Vieira, à quoi s'exposent donc ces candidats qui vous regardent? Ils s'exposent à des poursuites qu'on entreprend généralement contre les contrefacteurs, qu'on appelle communément les pirates. Ce sont des pirates purs et simples et nous allons les poursuivre devant les tribunaux. Ils auront donc à payer des amendes, des dommages et intérêts aux auteurs et surtout ils encourent une peine de prison et des amendes comme je l'ai dit. Alors vous les interpellez donc, on espère que le message sera entendu, Mme Vieira? Je l'espère bien et je les attends. Et en plus, le Burida leur fait une faveur. Lorsque vous vous déplacez, une tête de liste se déplace jusqu'au siège du Burida pour solliciter son autorisation. Nous leur faisons une petite communication puisque nous les photographions, nous les faisons passer sur tous les réseaux sociaux pour montrer qu'ils sont des candidats citoyens. Et surtout, dans la presse, vous devez voir que nous communiquons les noms et les photos de ceux qui sont des candidats exemplaires. Et je demande à la population et aux auteurs surtout de surveiller, partout sur le territoire ivoirien, de surveiller la campagne des candidats et de nous signaler ceux qui utilisent les œuvres de l'esprit sans avoir obtenu l'autorisation. Et comment ces populations vont le savoir Elles n'ont qu'à lire les journaux, elles verront c'est un indicateur de la bonne moralité de ceux qui se présentent à eux. Et je demande à la population d'être attentive, de regarder dans certains journaux, le Burida publie, n'est-ce pas, une liste de candidats citoyens. Merci beaucoup, Mme Vieira. Je rappelle que vous êtes le directeur du Burida, Bureau ivoirien du droit d'auteur. C'est moi qui vous remercie, madame, et je remercie la RTI de me donner cette occasion de lancer un appel en faveur des auteurs. Merci. À Bouaké, les phases éliminatoires régionales du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire ont débuté. 22 troupes étaient en compétition. Le reportage de Ouattara Amadou Walter est commenté par Brahima Doumbia. Tenue au foyer municipal des jeunes de Koko, la phase régionale du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire a mis en compétition 22 troupes dans 2 catégories, à savoir primaire et secondaire. Ces différentes troupes ont compéti dans 5 principales disciplines.
le théâtre, le chant choral, la danse traditionnelle, la poésie et le dessin. Les responsables de la direction de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Bouaké 2 ont laissé entendre que ce festival permettra aux talents naissants de se faire connaître. L'un des objectifs de la direction de la vie scolaire, c'est de répertorier des talents pour faire un répertoire national de talents. Les enfants aiment ces activités. Quand ils sont en classe, ils ont envie de s'amuser. Donc c'est à travers les activités de la vie scolaire qu'ils peuvent se mettre à l'aise. Exhorter tous les élèves, toute la nation ivoirienne à revaloriser notre culture, notre patrimoine, nos civilisations à travers l'école. Venus de Bouaké et de sa région, les élèves du primaire et du secondaire ont exprimé leur joie de participer à cette phase régionale du festival des arts et de la culture en milieu scolaire. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de votre attention.